Deuxième volet sur la noblesse. Nous en étions restés sur cette mauvaise répartition de la noblesse, qui s'est accentuée sous le règne de Louis XIV à partir de la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, donc avec une noblesse de plus en plus citadine et de moins en moins présente au contact de la population et de la population paysanne qui fait l'essentiel, encore une fois, des habitants français, 90%. Voyez par exemple que dans le Maine, il y a moins d'un noble pour 5 paroisses. Des dizaines de paroisses ne comportent pas une famille. Donc une présence nobiliaire épisodique inexistante et peut-être presque marginale. À Châteaudun, il n'y a pas de noblesse, par exemple. Les gentilshommes viennent parce que c'est un centre judiciaire, donc ils viennent pour plaider au présidial, mais ils ne résident pas. Dans les villes de garnison, des régiments de cavalerie, il y a quelques gentilshommes qui résident, mais ce sont pas des nobles du cru. Ils sont dans une situation très particulière. Ils sont à la caserne. Ils sont pour les exercices, mais ils ne sont pas là dans leur situation, leur position sociale normale. C'est donc très certainement une noblesse absente de la société française et mal connue par la société française que la noblesse du XVIIIe siècle. Voyons la hiérarchie nobiliaire. La noblesse ne forme pas une unité. La noblesse est extrêmement diversifiée. Les mémoires du temps, les textes de l'époque révèlent qu'il y a des états divers à l'intérieur de l'ordre de la noblesse, états qui ne sont pas si bien connus que cela. Alors, nous avons tout au sommet de la noblesse les ducs et pairs, tous des militaires après 1770. C'est le cœur de la noblesse de race, donc c'est une noblesse d'épée. Alors, tout au-dessus, bien sûr, de ces ducs et pairs, il y a les enfants de France, avec les princes du sang, et puis les princes réputés étrangers, par exemple les bouillons de la principauté de Sedan. Cette noblesse supérieure fondée sur la dignité militaire est reconnue comme telle, par exemple, par un juriste comme Domat. Le plus grand nombre, dit-il, le plus grand nombre des théoriciens de la noblesse française étaient pour les hommes d'épée. La noblesse donnée par la magistrature vient en second. La société repose en effet sur l'estime sociale que l'on accorde à telle ou telle qualité. Et là, en l'occurrence, c'est la profession des armes, parce que c'est elle qui permet de développer, d'exposer les véritables qualités de générosité que l'on possède. Jusqu'à la fin, la noblesse restera fidèle à ce principe. Les Robins ne sont nobles que de nom. Certes, il y a des mariages entre les deux types de noblesse. Les filles de parlementaires épousent des nobles d'épée.
mais l'inverse n'est pas remarqué. Elle monte dans la société de cette manière, par le mariage. L'homme qui, lui, épouserait la femme pardon, de noblesse d'épée qui épouserait un Robin viendrait à déchoir. C'est très certain. Et dans ces noblesses, même noblesse provinciale, petite noblesse, encore au XIXe et au XXe siècle, il y a ce prestige du militaire. Et donc les filles de la noblesse, alors il y a toujours beaucoup plus de filles que de garçons, n'est-ce pas? Donc les pauvres, elles ont le choix entre rentrer au couvent ou déroger, en quelque sorte, en épousant quelqu'un qui n'est pas de leur qualité noble. Sauf si, eh bien, cet homme, ce garçon, a fait la guerre. Il a été militaire. La guerre de 14-18, la guerre de 39-45 même. Alors tout de suite, ça donne une qualité, je sais pas, qui fait que bon. Alors il est admis dans cette société noble, même s'il s'appelle Dupont ou Portail. Et donc cette qualité des armes est irremplaçable. Et encore, donc, même 200 ans après la Révolution, alors que la société nobiliaire a été complètement chamboulée, qui reste l'annuaire de la noblesse de France, hein, mais bon, qu'est-ce que ça vaut que ce truc, hein, aujourd'hui oui, alors, mais il y a cet état d'esprit. Votre père est un militaire, il était commandant dans l'armée, bon, c'est un brave paysan, n'est-ce pas, qui a ensuite fait ses classes, et puis, ou qui a peut-être fait Saint-Cyr, enfin, c'est un brave citadin, et il est devenu militaire. Alors là, il y a une noblesse, il n'y a rien à faire, n'est-ce pas. La noblesse reste viscéralement fondée sur la profession des armes. Et donc ça, ce qui est encore vrai aujourd'hui au XXe siècle dans notre société bizarre, alors on peut imaginer le même état d'esprit, un état d'esprit bien plus décuplé encore à l'époque que nous essayons d'étudier. Donc l'estime sociale accordée à la profession des armes, c'est déterminant. Alors les Robins, justement, comprenant bien cela, voulant absolument s'intégrer dans ce qui fait la véritable noblesse, les Robins, alors, deviennent officiers dans l'armée. Ce ne seront que des cadets. En général, l'aîné va continuer le métier, la fonction, la charge de son père, mais les cadets, alors, eux, auront une certaine liberté pour embrasser la carrière des armes et de fait pouvoir, par ce biais-là, vraiment entrer dans ce qui fait la noblesse de race, la noblesse de sang, la noblesse d'épée. Donc c'est assez paradoxal, c'est qu'en fait, les aînés des Robins resteront Robins, alors que les cadets auront une possibilité de pénétrer dans une noblesse de sang, et cela par leur qualité guerrière, leur fonction militaire et une estime sociale qui leur sera accordée par les autres de la noblesse de sang. Voilà, la robe, c'est une aristocratie de fonction. La vraie noblesse, c'est la noblesse de sang. Le chevalier d'Arc, qui est un théoricien du XVIIIe siècle, insiste beaucoup sur ces deux noblesses qui n'ont pas grand-chose à voir l'une à l'autre.
Ceux qui, sans le secours de leur naissance, s'élevèrent par leur propre mérite aux premières places de la magistrature, obtinrent la noblesse et devinrent la tige de ces races illustres, dont quelques noms se sont encore conservés parmi nous. Ils obtinrent la noblesse dans la profession la plus auguste, celle qui tient le plus à la puissance souveraine. Cependant, cette noblesse fut toujours distinguée de celle acquise par les armes, et le militaire, soumis au juge seulement dans le temple de la justice, garda partout ailleurs sa supériorité. Ces deux espèces de noblesse coulèrent ensemble comme deux fleuves dans le même lit, dont les eaux ne se mêlent point. L'image est très parlante, elle est très vraie, n'est-ce pas? Alors, on peut aussi signaler les mémoires de Bézinval, qui, à cette époque-là, soutient la même constatation. Sénac de Meillan, dans le gouvernement, les mœurs et les conditions en France à la veille de la Révolution, écrit d'une façon plus vulgaire et directe: les gens de la cour regardaient les magistrats comme des bourgeois, exclus par leur État de tout accès à la cour. Les premiers magistrats ne parurent que des marguilliers enorgueillis dans leur banc à la paroisse. Donc la noblesse de cour, maintenant, c'est une noblesse qui se développe autour de cette centaine de familles que sont les ducs et pairs, suprême dignité du royaume après celle du roi. Donc 80 familles, très exactement, un peu plus d'une centaine de personnes. Voilà, ils sont autour des enfants de France. Ils sont donc des princes réputés étrangers qui sont rentrés, qui ont été en quelque sorte anoblis du Quai-Père, des gentilshommes de très haute valeur en raison de leur service militaire. C'est un titre héréditaire qui est conféré par une fidélité sans faille au roi, par un dévouement en général sur le champ de bataille. Il n'y a pas de Robin qui rentre chez les ducs et pairs en dehors de Séguier, qui a été chancelier au milieu du XVIIe siècle. Tous sont soldats, donc, je vous le disais, à partir de 1770. Par contre, phénomène que l'on doit signaler, c'est le phénomène des présentés. Les présentés à la cour. Les présenter à la cour, c'est les présenter auprès du roi, auprès de la reine, et il faut pour cela plusieurs conditions. Être d'une ancienne gentilhommerie avant 1400, être ensuite admis à côtoyer les enfants de France, le roi, la reine, dans quelques fonctions, quelques actions. On va chasser avec le roi, on est admis à voyager dans le carrosse royal, on est embrassé par la famille royale, par la reine. Ça, c'est pour les femmes, n'est-ce pas? Vous avez en 1789 400 familles, pardon, 4000 familles qui ont été présentées à la cour. Citons par exemple Chateaubriand, l'un des derniers, tout derniers, présenté à la cour en 1788. 20 000 personnes, ça fait 20 000 personnes qui donc ont ce titre, cette étiquette, on pourrait presque dire ce passeport, sur leur carte d'identité, il est noté « ils ont été présentés à la cour ». De fait, la condition de vieille gentilhommerie n'a pas été respectée. Elle n'est pas respectée pour deux raisons. D'abord parce que y a peu de vieux gentilshommes. Allez, une famille entre dans la noblesse, je dirais une famille normale, une famille moyenne, ce qu'on appelle la noblesse seconde de province, n'est-ce pas? Vous avez la haute noblesse, et puis vous avez cette noblesse seconde qui correspond au niveau provincial à la haute noblesse pour le niveau national.
le niveau royal, ce serait plus juste de dire cela. Donc cette noblesse seconde a des vassaux directs, d'autres seigneurs. Et parmi ceux-là, donc, vous avez une foule de familles qui rentrent dans la noblesse, qui ensuite vivent 2, 3 générations, une centaine d'années, et puis qui dérogent par manque de moyens financiers, par ruine de la famille, à cause de guerres particulièrement coûteuses, dispendieuses, l'impossibilité de tenir son rang. Alors on le tient un peu jusqu'au bout, et c'est ce qu'on devient dans d'immenses châteaux en ruine dont il reste juste les façades, ce qu'on appelle des pauvres honteux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire on ne peut pas tendre la main, n'est-ce pas? On ne peut pas mendier, on ne veut pas déroger et donc prendre un commerce avilissant qui enlèverait la noblesse. Et donc on ne veut pas perdre son rang. On est donc dans une situation extrêmement médiocre. De fait, beaucoup ne peuvent pas continuer à cette vie de misère et dérogent. Et donc, vous avez une grande partie de familles nobles de la fin du Moyen-Âge qui sont rentrées dans les rangs de la roture. Et vous avez des roturiers qui ont accédé tout à fait légitimement, Jeanne d'Arc et la famille d'Arc, au rang de la noblesse par ses qualités développées et ensuite transmises. Qualités développées, en l'occurrence, à la guerre. Alors, peu de gentilshommes d'avant 1400, et puis pas de possibilité de prouver sa gentilhommerie ancestrale. Hein, comment voulez-vous faire ça? Pas d'archives, il n'y a pas d'état civil de la noblesse. C'est de façon immémoriale une espèce de coutume. Oui, il est noble depuis, on ne sait pas. En tout cas, il est le seigneur et il est le noble. Bon, ça s'est transmis de père en fils, comme cela, depuis des centaines d'années. Bien. Alors, donc, les présenter à la cour, oui, ce sont surtout des fidèles du roi, des fidèles actuels du roi. Et le roi veut s'attacher à ces hommes, ou veut que ces hommes soient attachés à sa personne, parce que c'est le système social de l'Ancien Régime, un système de fidélité, de clientèle, de créatures. Je vous renvoie à Oreste Ranum, les créatures de Richelieu, de seigneurs et de vassaux, appelez-le comme vous le voulez, ça reste malgré tout ceci, un lien personnel d'homme à homme qui crée des solidarités sociales. Les avantages de se présenter à la cour, carrière militaire et diplomatique assurée, il faut, si on veut monter les degrés de ces hiérarchies, être présenté à la cour. Obtenir des pensions, vivre, être introduit dans un cercle, le cercle supérieur de la société. Chérin, dans la noblesse considérée dans ses divers rapports, donc ce généalogiste dont nous avons déjà parlé, Guyot et Chérin, la noblesse considérée dans ses divers rapports, dans certaines sociétés, on se met sur le pied de ne recevoir que des gens présentés et de fermer impitoyablement sa porte à de bons et honnêtes gentilshommes. Il y a une espèce de snobisme du présenté à la cour. Groupe social supérieur, en tout cas possédant, recevant un honneur, une estime supérieure, et qui est couronné par le petit groupe des ducs et pairs. Bon, en général, il y a des fortunes aisées, 100 à 150 000 livres de rente, pour la famille d'Orléans, par exemple, 8 millions de rentes par an,
famille qui s'est unie à la famille de Penthièvre. Les Condé, 1,5 million de rente par an. Les Conti, 600 000 livres de rente par an. Condé touchant 260 000 livres de pension par an. Polignac, qui connaissent bien Marie-Antoinette, 700 000 livres de pension par an. Les gratifications, en particulier, qui sont accordées aux frères du roi Louis XVI, dépassent, cela dit, de très loin ces pensions. 37 millions pour Artois, 20 millions pour Provence. Bon, cette haute noblesse s'est présentée à la cour, ces courtisans aussi sont exposés à des dépenses impressionnantes et souvent laissent des dettes astronomiques. Choiseul, en 1785, donc ce ministre, l'un des ministres principaux de Louis XV, ami de la Pompadour, en 1785, il laissera 6 millions de dettes. Le prince de Guéméné laissera 32 millions de dettes. Les dépenses sont énormes à cause du faste de la cour, la nécessité de tenir son rang, n'est-ce pas? Et puis le côté généreux, le noble et généreux. C'est une qualité qui rend généreuse, n'est-ce pas? Donc les largesses doivent être à la hauteur de cette noblesse. Habits de drap d'or et d'argent, point d'Espagne, la moindre robe de bal s'élève à 2000 livres de prix, n'est-ce pas, de coût. Si vous voulez une comparaison, un petit vicaire à la portion congrue qui a été revalorisé sous Louis XVI touche dans les 500 livres par an. Et puis, il y a une sorte d'émulation, des carrosses tapissées de velours avec des tableaux, les plus beaux chevaux, une domesticité nombreuse, 30, 40 valets, sans compter tout le reste, les laquais, les femmes de chambre, les cuisiniers, des chasses, des fêtes, des dîners. Choiseul, à Chanteloup, son château, tient table ouverte, donne un concert chaque soir. Et donc l'endettement dont je vous ai parlé, 6 millions de livres, alors qu'il touche 800 000 livres de rente par an. C'est une vie de château qui est ruineuse. On peut noter aussi, parmi les dépenses, des dépenses d'immoralité. On entretient des maîtresses, 2, 3, Soubise en a 12, ça coûte cher. Il faut les habiller, il faut leur donner une apparence, un rang semblable au nôtre. C'est presque une nécessité d'avoir une maîtresse. La moitié des fermiers généraux, donc vous voyez de quoi il s'agit, ces banquiers catholiques, on ne peut pas être fermier général si on n'est pas catholique, qui prêtent au roi, qui ont une administration extrêmement performante pour lever les impôts, qu'ils soient directs ou indirects. La moitié, c'est le compte qu'a fait M. Yves Durand dans son étude sur les fermiers généraux dans les années 70. La moitié sont infidèles à leurs femmes, enfin, vivent de façon plus ou moins affichée avec une maîtresse, au moins, plusieurs maîtresses successives. Hein. Bon, c'est pas un harem, bien sûr. On a un exemple parfait, c'est Louis Armand, duc de Richelieu, né en mars 1687, c'est un parent du cardinal de Richelieu. La fortune de Richelieu est passée à Françoise Duplessis, la sœur du cardinal.
Et donc, le petit-neveu du cardinal, c'est notre Armand-Jean. Non, pardon, l'arrière petit-neveu, Louis Armand. Donc maréchal de Richelieu, qui va être le symbole de cette noblesse de cour fastueuse, courageuse. Ne mettons pas entre parenthèses les qualités indéniables, courtisane, une noblesse très proche de Louis XIV, puis de Louis XV. Donc en 1721, Louis Armand est pair au Parlement pour le duché de Richelieu et de Fronsac, 1721-1723. Il va être au service du roi dans un service total, premier gentilhomme de la Chambre en 1744, membre de l'Académie française, donc il fait partie de ces nobles lettrés, érudits, un homme d'honneur, un très bon duelliste, 1716. Il se bat face au comte de Gassy et il écope de 2 mois d'hôpital, avec le prince de Lixien en 1734, qu'il tue, avec un Allemand, Pantenrieder, en 1739, qu'il tue de nouvelles fois. Donc c'est une noblesse qui garde un côté très batailleur, et ça ne plaisante pas avec l'honneur. Soldat dans l'âme, maréchal de France en 1748, pendant la guerre de 7 ans, qui est une guerre catastrophique, vous le savez, il s'est distingué à Minorque. C'est un diplomate, grandes ambassades, c'est un homme rusé, c'est un homme modeste aussi. Donc première ambassade dès 1725 à Vienne. Bon, c'est un homme qui ne supporte pas les robins, bien sûr. C'est un joueur, il est endetté aussi par ses multiples parties, non pas de poker, n'est-ce pas. Il manie les affaires immobilières, on l'a appelé le grand tripoteur. Il exerce son droit à la guerre, les pillages, n'est-ce pas, qui permettent d'arrondir les fins de mois, on l'appelle la maraude. Il est un croyant. Son éducation catholique, sans plus. La dernière fois qu'il a appelé un prêtre, c'est lorsqu'il a été atteint du typhus, en 1712. Alors, c'est un homme de la Régence, un roué, comme le duc d'Orléans, mais ça ne l'empêche pas d'être un très grand serviteur du roi. C'est l'incarnation de la haute société de son temps. Il meurt le 8 août 1788 d'une congestion pulmonaire. Et il meurt le jour de l'envoi des convocations pour les États généraux. C'est tout un symbole. Bien, disons un mot de cette noblesse terrienne. La noblesse de cour, c'est bien, la noblesse de la terre, c'est peut-être mieux. Elle est très capable au XVIIIe siècle, elle suit le mouvement de la physiocratie, la mise en valeur de ses terres, de ses propriétés. Elle n'hésitera pas à s'ouvrir au grand commerce s'il le faut, pour écouler les biens qu'elle produit d'ailleurs. Et vous savez que le grand commerce, le commerce maritime, le commerce par ballot est permis à la noblesse sans dérogeance depuis Henri IV. Bon, cela dit, il y a peu de nobles vraiment commerçants. On continue ses productions habituelles de céréales, de vin, d'élevage sur d'immenses propriétés, avec un nombre très appréciable de métayers. Bon,
Mais nous avons des nobles qui font fortune dans les vins de Bordeaux exportés en Angleterre, les grains vendus sur les marchés à Toulouse ou exportés par les ports bretons en particulier. On s'adapte aux techniques nouvelles, comptabilité, prairies artificielles, on défriche, on remembre, on assèche les marais. Ce développement économique permettra un développement vivrier. Il n'y a plus de famine en France au XVIIIe siècle grâce au progrès de l'économie agricole. Il y a un état d'esprit d'entrepreneur efficace qui n'a pas grand-chose à envier à cet esprit anglais et à ces éleveurs anglais en particulier. Bon, il y a un certain retard, c'est entendu, les Anglais sont partis plus tôt que nous dans le développement d'une agriculture moderne, mais les Français suivent, et ils suivent bien, et ils rattrapent, comme pour la marine d'ailleurs. Alors, nous avons quelques études sur la société toulousaine. On a sur les registres des 20e, ces impôts fonciers du XVIIIe siècle, les années 1750, on a la taille des terres possédées par les nobles. Vous avez par exemple des domaines qui font, voyez, pour 14 familles nobles de Toulouse, entre 3 et 70 hectares. Ça n'est pas énorme. À Bordeaux, on a des familles qui ont jusqu'à 130 hectares. En général, ils se livrent à une exploitation directe et le fermage tend à disparaître. Donc, ils ont des ouvriers. Ce ne sont plus des fermiers qui travaillent pour eux, mais ils payent un ouvrier 12 sous par jour. Il semble que les charges s'alourdissent dans le courant du XVIIIe siècle, après 1750, et que la noblesse puisse connaître quelques difficultés de subsistance, en tout cas très certainement une réduction de son train de vie. Bon, le gentilhomme devient un peu son propre exploitant. Il va donc faire attention à la vente de ses biens produits, vente directe sur les marchés. On fera jouer la concurrence entre les acheteurs, on attendra le moment favorable pour vendre, on engrange, on attend avec patience. Gardons les yeux ouverts et vendons si les prix commencent à baisser, dira le comte de Pire, P-I-R-E, en Bretagne, 1788. C'est pour ça qu'il peut y avoir une forme de manquement, de manque dans le ravitaillement des marchés, mais ceci est tout à fait artificiel. En fait, on retient le maximum de temps pour que les prix montent et ensuite on lâche les denrées que l'on va vendre à un bon prix. Ou alors on les vend sur un autre marché où on sait que les prix sont plus hauts. Bon, voilà quelques notations sur la vie économique de la noblesse, pour vous donner une petite idée de l'importance des propriétés nobles.
nous avons un bon recensement dans le Lauragais. 132 propriétés qui font 12 900 hectares représentent 6,9% des terres. C'est pour le clergé. Premier ordre. Pour la noblesse, 455 propriétés font 24 672 hectares, ce qui nous donne 44,4% de la surface cultivable, de la surface possédée. Il faut aussi entendre les forêts et les étangs. Les familles, donc, de ces 455 propriétés sont au nombre de 425 familles, ce qui fait 1/100 de la population locale. Ensuite, on peut continuer et rajouter la bourgeoisie. « 5355 propriétés pour 12 535 hectares, ce qui fait un ratio de 25%. En moyenne, des propriétés qui font 12 hectares, alors que chez le noble, c'est une moyenne de 54 hectares. Enfin, les artisans, les paysans. Attends, excusez-moi, je me suis trompé. Je me suis trompé de ligne. Ce n'est pas 5000 propriétés, c'est 830 propriétés. 830 propriétés. Et artisans et paysans, c'est eux qui font les 5355 propriétés, dont 12 535 hectares. 22%. Donc une moyenne de 2 hectares, 3 par propriété. Voilà. On a comme ça un bon cliché, on pourrait dire, de la propriété foncière des différentes couches sociales à cette époque. Voilà, le village type de la région, vous avez 1 ou 2 gentilshommes, 3 ou 4 petits nobles de robins, bourgeois, n'est-ce pas, qui viennent de la cité, qui ont acquis une petite terre, mais qui gardent leur maison principale, et puis des tout petits bourgeois et des paysans. Bon, on doit reconnaître cependant le rôle indiscutable de la noblesse dans la production agricole, qui n'est pas du tout secondaire. Par contre, ce que l'on va voir, c'est le développement de l'industrie. Et le développement de l'industrie, alors là, va être grandement favorisé par des capitaux de la noblesse. Anzin avec ses 4000 ouvriers, donc Anzin c'est 1756, Carmaux avec le marquis de Celage sont les premières grandes sociétés par action, et elles sont peuplées par des capitaux, elles sont tenues par des capitaux de la noblesse. Le Creusot, avec la fonte au coq,
qui remplace le charbon de bois est aussi l'œuvre de capitaux nobiliaires. Et alors là, on a un changement d'esprit qui pénètre, qui concerne la noblesse, ce regain d'activité industrielle fait entrer dans un circuit de production et de commerce, d'échange. La valeur suprême commence petit à petit à s'imposer, c'est l'argent. Le sujet essentiel, c'est la productivité. Alors ils gardent leur originalité de nobles, titres, châteaux, ils ont une propriété, bien sûr, ils ont des propriétés, mais ils prennent des manières de commerçants. C'est l'acquisition d'un esprit bourgeois. Cette émigration vers les villes et ce développement de l'activité industrielle au sein de la noblesse est indiscutablement une des marques du XVIIIe siècle. La noblesse suit l'évolution de la société qui s'urbanise et qui s'industrialise. Nous sommes à la veille de la grande révolution industrielle. Elle commence d'ailleurs sous Louis XV, et alors elle commence d'une façon assez violente, puisque se créent ces grandes concentrations d'ouvriers, 500, 1000, 2000 ouvriers, 10 000 ouvriers au Creusot. Alors évidemment, eh bien, il faut les loger, il faut les mettre le plus proche possible des manufactures, et les manufactures le plus proche possible des circuits de consommation. Donc, c'est des grandes villes. C'est tout un ensemble dans lequel rentrent les capitaux de la noblesse, favorisent tout un système nouveau que favorisent les capitaux de la noblesse. Donc là, l'évolution de la société, ça n'est pas brutalement passer d'un régime à l'autre en supprimant les privilèges dans la nuit du 4 août 89. C'est aussi ce glissement des qualités reconnues comme supérieures par l'ensemble de la société, qualités de la noblesse, qui se trouvent petit à petit changées en d'autres qualités. C'est le problème de l'argent et des rapports de la noblesse et de l'argent. Donc, dès Henri IV, je vous disais, le gouvernement a été très favorable à pousser la noblesse à faire du commerce. C'est la première richesse, n'est-ce pas? On ne conçoit pas encore une richesse industrielle. Il faudra attendre l'Instauratio Magna, donc le grand développement industriel, le grand développement intellectuel des sciences positives qui vont aboutir par l'Europe des savants à l'Europe industrielle. Donc on a cependant des rois qui poussent vers le commerce, développement économique par les échanges, donc en 1614, on va avoir de nouveau les États généraux qui font cette demande que la noblesse puisse commercer. En 1627, dans l'Assemblée des notables, on permet le commerce en gros des nobles sans qu'ils dérogent. Colbert encourage cette évolution. Il veut attirer des capitaux de la noblesse dans ses compagnies maritimes. L'édit de Saint-Germain du 13 août 1669 permet à tout gentilhomme d'entrer dans ces sociétés maritimes sans déroger de leur noblesse. Un peu plus tard, un édit du 8 décembre 1701 et un autre du 11 janvier 1724, donc là nous sommes sous Louis XV, complètent ces dispositions. Il n'y a pas de dérogeance lorsque l'on vend en caisse, en balles
en ballot, et par contre, il y aura des regences si on tient une boutique. Bon, on se cale un peu sur l'exemple de la bourgeoisie anglaise. C'est d'ailleurs un des signes de temps. On n'hésitera pas à mettre en vente des titres de noblesse. Et je vous disais déjà que sous Louis XIV, on avait eu dans des petites villes franches de Normandie des titres de noblesse qui avaient été vendus en 1646, 1657, 1500 livres. Le titre de noblesse normande, 50 nobles ont acquis ces titres, 500 nobles en 1696, et parce que cet argent est nécessaire pour faire tourner les administrations locales. Un nombre indéterminé en 1711. Il semble que les prix d'ailleurs aient flambé, puisqu'il faut environ débourser 6 000 livres pour acheter un titre de noblesse. Il n'est pas dit que cette noblesse soit héréditaire. Donc elle reste à titre personnel, mais qui sait, avec un peu de chance, en rusant un peu, on pourra peut-être la transmettre à ses enfants. Larocque écrit cela: nous en voyons qui ont été faits nobles de force par des édits ayant été choisis comme étant riches et aisés pour accepter ce privilège moyennant finance. De ce nombre a été Richard Grain d'Orge, marchand de bœufs au pays d'Auge, qui fut obligé d'accepter ce privilège et de payer 1000 écus d'or en 1577. Et alors, il faut confirmer cette noblesse, donc vous avez des taxes de confirmation successives qu'il faut payer donc au roi. Et alors, on a des années, des époques de confirmation de cette noblesse acquise à prix d'argent, 1647, 1655, 1657, 1664, 1667, 1692, 1715, 1771, on en oublie bien sûr. Alors là, évidemment, c'est très abusif. C'est même plus le service administratif du roi ou juridique, mais c'est purement l'argent pour l'argent qui suffit. Alors là, on tombe vraiment dans une corruption grave de la noblesse. Et bien évidemment, la vraie noblesse, ni même d'ailleurs les nobles de robe, et encore moins bien sûr les nobles d'épée, n'acceptent cette caricature de noblesse. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. Justement parce qu'il y a cette méfiance de la société nobiliaire, la vraie, qui fait que ces nobles d'argent, alors pour le coup, ne sont que pour les registres des tailles. Mais on sent cet envahissement de l'argent, de l'activité fiduciaire, de l'activité technique qui produit la richesse. Et on le dit d'autant plus qu'on a une espèce d'esprit de commisération pour cette pauvre noblesse, ces pauvres honteux, nobles mais dépourvus de tout bien. Quoique gentilhomme. Et vous savez qu'en 1695, cet impôt de la capitation est un impôt social. On fait donc ce recensement, on groupe les différentes familles dans des catégories professionnelles et sociales, et on se retrouve face à ces pauvres nobles, ces pauvres gentilshommes, ces pauvres familles gentilshommes, qui n'ont pas un sou, qui ne peuvent pas payer la capitation, ou qui en tout cas ne peuvent pas payer la capitation au niveau de leur
nature sociale, alors on les classe, on les met dans le tiers-état, quoique gentilhomme, il est noté. Et parce qu'il ne peut pas payer, il ne peut pas être inscrit. Il n'est pas prévu de classe, il y a 22 classes pour la capitation. Il n'est pas prévu de classe pour eux. Noble, mais dépourvu de tout bien. Et alors là ce classement pour l'impôt de la capitation, ce classement des Français, ce classement des qualités sociales est extrêmement extrêmement grave, on pourrait dire d'une certaine manière. Cela fixe, cela fossilise les catégories sociales françaises. Chérin et Guillot donc, qui ont insisté sur le rôle de l'État pour accorder la noblesse, bien forcément vont encourager cette nouvelle conception d'une noblesse que l'État va accorder pour service, en général, rendu à la France. Bon, la Légion d'honneur de Napoléon sera accordée à Oberkampf parce qu'il a inventé la betterave à sucre. Bon. Alors eh bien, courant XVIIIe siècle, vous avez une offensive intellectuelle dans les journaux, dans les ouvrages, les écrits, chez les philosophes, pour que la noblesse quitte son état oisif et vraiment rende à l'État, à la nation, des services de valeur qui contribueront à la prospérité économique du pays. Voltaire, n'est-ce pas, fait l'éloge du commerce comme le fondement de la puissance anglaise en 1734. Les lois successorales anglaises donnent tout à l'aîné et forcent les cadets à s'enrichir par le négoce. C'est la 10e lettre anglaise. Le commerce qui enrichit les citoyens en Angleterre a contribué à les rendre libres, et cette liberté a étendu le commerce à son tour. De là s'est formée la grandeur de l'État. Tout cela donne un juste orgueil à un marchand anglais, et fait qu'il ose se comparer non sans quelque raison à un citoyen romain. En France, on méprise souverainement le négociant. Je ne sais pourtant lequel est le plus utile à un État, ou un seigneur bien poudré qui sait précisément à quelle heure le roi se lève, à quelle heure il couche, et qui se donne des airs de grandeur, ou d'un négociant qui enrichit son pays, donne de son cabinet des ordres à Surat et au Caire, et contribue au bonheur du monde. Tout est dit. La noblesse, vieille conception, ancienne conception, ne correspond plus au bien du monde, au bien commun. Il y a un nouveau bien commun, c'est le bonheur matériel, c'est la prospérité, c'est une vie de confort. La noblesse doit, pour rester noble, contribuer à ce nouveau bien commun. Donc le bonheur matériel. Et alors, bien, vous allez avoir toute une offensive dans ce sens pour mettre la noblesse au travail rémunérateur. On voit que cette offensive n'est pas très honnête, parce que la noblesse, comme je viens de vous le dire, ne s'est pas laissée aller. Les propriétés de la noblesse importantes ont été exploitées avec talent. La France reste malgré tout le premier pays agricole d'Europe, et cela est en grande partie orchestré par l'ordre du clergé et l'ordre de la noblesse. Mais on voit plus loin ce développement économique, industriel et commercial. Alors, Voltaire, casse-tête de Saint-Pierre, Dutot,
dans ses réflexions politiques sur le commerce et les finances, du taux réflexion politique au pluriel sur le commerce et les finances, et puis des ouvrages qui viennent d'esprits éminents. Buffon, dans son Histoire naturelle, en 1729, Bayle, Diderot, Voltaire, bien sûr, et puis, directement, pour notre sujet, l'abbé Coyer. Dans son ouvrage « La noblesse commerçante », qui va être un ouvrage extrêmement lu et qui bénéficie d'ailleurs d'une propagande, de recension dans les revues intellectuelles de l'époque. Il faut ouvrir le commerce à la noblesse, il faut l'y pousser, transformer l'idéal éthique de la noblesse. Cette noblesse est dans la misère, les champs ne sont pas cultivés, l'éducation est lamentable, c'est une situation de faillite totale. La solution pour relever la noblesse à sa dignité première et en même temps pour développer la prospérité du pays, c'est le commerce. Le commerce est devenu l'âme des intérêts politiques et de l'équilibre des puissances. Balance du commerce et balance du pouvoir n'en font plus qu'une. La noblesse, qui est un ordre de pouvoir, un ordre d'autorité, la noblesse, eh bien, doit donc commercer, puisque le nouveau pouvoir, la nouvelle autorité, c'est l'autorité commerciale. Donc, elle doit tenir une première place dans le royaume. Toute la noblesse doit faire du commerce, pour le bien du commerce de la France, pour le bien de la noblesse. C'est un devoir de fidélité, c'est un aspect de son loyalisme monarchique. Détruisons les privilèges contraires et jetons la noblesse dans le commerce, et donc que le commerce n'implique plus la dérogeance. Un commerce mène à l'autre, le petit au médiocre, le médiocre au grand. C'est une opération de sauvetage de la noblesse. Il y a une caricature faite de l'état de la noblesse par l'abbé Coyer pour la logique, n'est-ce pas, de sa démonstration, pour la justesse de sa démonstration. 30 000 gentilshommes enrichis augmentent de 3 livres par jour leur bien, ce qui fera 109 millions de livres par an de consommation supplémentaire. Tout en profitera, les colonies, la marine de guerre et la population. 4 millions de personnes en plus pourront être nourries. Cet ouvrage de l'abbé Coyer donne naissance à une controverse ardente et à une multitude de publications favorables ou défavorables. C'est ce que nous verrons dans la prochaine communication. Je vous souhaite une bonne pause et puis moi je vais que moi aussi je vais prendre.